Bonjour, je ne sais pas si, c'est mon tour, et si vous m'entendez. J'essaye, là de partager mon écran. Voilà. Oui, donc je OK. On me dit qu'on m'entend. Alors bonjour, je suis, Valentine Brousse. Je suis pédiatre. J'ai longtemps travaillé à l'hôpital Necker, puis je suis, désormais à l'hôpital Robert Debré, dans le nord-est parisien. Je participe, également au registre, à Marseille et je remercie beaucoup, les intervenants de bien vouloir de m'avoir, proposé cette présentation, aujourd'hui. Je ne suis pas, très familière de cette journée, de sorte que j'ignore un petit peu, le niveau, de ce que vous attendez. On m'a proposé comme sujet un point sur les traitements chélateurs, donc il y a certaines choses, peut-être que vous connaîtrez déjà, d'autres, peut-être pas et en tout cas, je n'ai pas accès au chat, mais je serais ravie de répondre aux questions, si besoin. Alors, on va commencer par des choses un petit peu simples pour en venir après au traitement chélateur. Donc, vous savez, alors je suis un peu malheureuse là parce que mes diapos, elles sont animées et elles ont pas l'air de l'être là. Bon, c'est pas très grave. Hem, le métabolisme du fer, c'est un métabolisme, assez complexe. Le fer, c'est un élément indispensable dans le corps humain parce qu'il va, fixer l'oxygène au sein de l'hémoglobine, au sein des globules rouges et donc il est extrêmement, fondamental. Il est fondamental aussi pour le métabolisme énergétique de manière générale et accessoirement pour le métabolisme bactérien. Mais ce fer a un potentiel, toxique extrêmement élevé et donc il doit être hautement régulé. Donc il est à la fois très abondant, mais il peut être dangereux. Et alors, le corps humain est ainsi fait qu'il y a une absorption qui est une petite, proportion du fer qui va être absorbée tous les jours, mais c'est une toute petite proportion et qui va être variable en fonction, de l'alimentation en particulier. Et la grande majorité du fer, elle est stockée. C'est 4 grammes qui sont stockés. On verra, un petit peu où, sur les diapositives suivantes. Avec une partie de ce stock qui est recyclé tous les jours, en particulier pour, l'hémoglobine, pour la fabrication des globules rouges et c'est-à-dire l'érythropoïèse. On a une excrétion qui, en revanche, est fixe et c'est ça le point principal, je pense, à comprendre. C'est que le corps n'est pas fait pour avoir un stock de fer qui augmente et n'a pas les moyens de, éliminer le fer en trop. Donc autant les apports sont variables, autant le stock est important, autant l'excrétion, elle est fixe et elle est, mal régulée. Plus finement, si on regarde, où se trouve ce fer, donc il y a une partie de ce fer qui va être transportée par une sorte de cargo qui est une protéine transporteuse, qui est la transférine et on a aussi des protéines de stockage, qui sont soit à l'intérieur des tissus, en particulier au niveau de la rate, mais pas que, soit des protéines de transport, dans le sang, c'est-à-dire, sériques et donc on voit que la grande majorité, de ce fer qu'on a dans notre corps est essentiellement stocké dans les tissus et un petit peu, une partie de ce fer est aussi portée par cette ferritine, dans le sang. Et puis il y a un grand thermostat, un grand régulateur qui va, justement, sortir le fer de son stock et le faire, transporter et c'est l'hepsidine. Donc en pratique, le fer, tout ça a été très joliment, animé, hem et donc progressif, mais c'est pas grave, vous avez l'image globale de ce qui se passe. Donc le fer, il est donc absorbé au niveau digestif. Je sais même pas si j'ai un pointeur. Bon, peut-être vous voyez mon pointeur, je ne sais pas. Donc le fer, il est absorbé au niveau digestif, on l'a vu, en fonction de l'alimentation. Et il va être transporté au niveau, des globules rouges. Il va surtout, être important pour, tout le processus d'érythropoïèse et l'incorporation, à l'hémoglobine, et à la fabrication globulaire. À la fin de la vie d'un globule rouge, il va être recyclé au niveau des macrophages de la rate et retourné donc, si besoin, via son transporteur à la moelle osseuse.
L'hepsidine dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est donc le grand thermostat qui va moduler la sortie du fer de l'entérocyte, du tube digestif, mais aussi moduler la sortie du fer de ces zones de stockage, en particulier des macrophages de la rate, en fonction des besoins de l'érythropoïèse. Et les érythroblastes, donc les cellules précurseurs des globules rouges, eux-mêmes vont sécréter un autre régulateur qui s'appelle l'érythrophérone et qui va influencer également le niveau d'hepsidine. Et ça, c'est une vue, à vrai dire, simplifiée de ce qui se passe, très simplifiée même de ce qui se passe. Donc c'est juste pour donner une image, une idée du niveau de régulation extrêmement complexe. On rentrera un tout petit peu plus en détail après, mais pas beaucoup davantage. Et donc, tout ça est hautement régulé, je vous l'ai dit, parce que le fer est toxique. Donc, au fur et à mesure que le fer s'accumule, il va saturer la protéine de transport. Il va saturer tout l'organisme, mais on peut mesurer ça facilement par la saturation de sa protéine de transport. Et cette saturation va donc augmenter au fur et à mesure que les stocks de fer augmentent. Et au-delà d'une saturation autour de 75 de saturation, on sait que le fer va se promener un peu plus librement. C'est du fer libre, du fer non lié. Et ça, c'est extrêmement toxique parce que ce fer va s'oxyder, va s'engager dans des réactions chimiques, former des radicaux libres oxygénés qui vont être à l'origine de lésions tissulaires, de lésions cellulaires extrêmement importantes, avec la mort cellulaire et la transformation fibrotique du tissu. Alors, ici, on a une diapo qui reprend un petit peu le métabolisme du fer. Dans une situation normale, on a une fabrication, une érythropoïèse qui se fait normalement avec des précurseurs qui vont après se différencier en globules rouges et fabriquer des globules rouges normaux pour maintenir un taux d'hémoglobine global normal et un nombre de globules rouges normal. Cette fabrication, elle est sous contrôle de l'érythropoïétine qui est fabriquée par le rein. Et je vous ai cité tout à l'heure que les précurseurs, les érythroblastes, étaient susceptibles de fabriquer, de sécréter l'érythrophérone, qui elle-même va influencer le niveau d'hepsidine, qui elle-même va influencer le niveau de mobilisation du fer hors des cellules. Et donc en situation normale, on a une absorption digestive normale et une mobilisation des réserves selon les besoins pour répondre à cette fabrication de globules rouges. Le souci, c'est que dans la thalassémie, on a, comme vous le savez sans doute tous, une érythropoïèse inefficace parce qu'il existe un défaut de fabrication des chaînes bêta-globine, mais aussi parce qu'il existe un excès de chaîne alpha qui va entraîner une mort cellulaire intramédulaire et un défaut de différenciation qui va entraîner une hypersécrétion d'érythrophérone, qui va elle-même diminuer le niveau d'hepsidine et qui va entraîner une hyperabsorption digestive et une hypermobilisation des réserves avec du fer qui va aller se fixer dans des endroits où il ne devrait pas être, le tout avec un niveau d'anémie important qui va en retour stimuler l'érythropoïétine. À cette érythropoïèse inefficace qui, en soi, va entraîner progressivement une surcharge en fer, va s'ajouter évidemment le fer apporté par les transfusions sanguines pour les patients qui sont très anémiques et qui en ont besoin. Chaque culot globulaire apporte 200 mg de fer. Donc si vous vous souvenez tout à l'heure du premier schéma, on a vu que l'alimentation, elle, apporte 1 à 2 mg par jour, qui en général est compensée par des pertes physiologiques dans les urines ou dans les selles. Et donc on voit là qu'un culot globulaire apporte 200 mg. Vous voyez la charge en fer qu'apportent ces transfusions. Mais je répète, c'est important de se souvenir qu'indépendamment de la charge transfusionnelle, il existe une surcharge en fer liée à l'érythropoïèse inefficace qui se constitue indépendamment de toute transfusion.
On voit ici, c'est une assez vieille diapo, hein, qui a regardé, l'augmentation de la ferritine sérique, en fonction de l'apport en culoglobulaire. Donc on voit bien, hein, que c'est une relation, linéaire et que, et donc à chaque culot, la ferritine va augmenter, qui va refléter la charge en fer, progressive qui se produit, dans le corps au fur et à mesure des transfusions. Alors les conséquences cliniques, je ne vais pas, les détailler parce que ce n'est pas le sujet ici. Hem Et puis peut-être vous connaissez déjà tout ça, mais je vais quand même juste, les citer. Là, le fer va avoir, va se concentrer, hein, dans des cellules, dans des tissus, avec, certaines préférences pour certains tissus, en particulier le foie, le cœur, qui sont les principaux organes cibles. Le foie va se charger en fer et on a vu tout à l'heure, hein, que, cette toxicité du fer va entraîner des lésions de ces cellules du foie et une fibrose progressive. La fibrose, c'est un synonyme de cirrhose. Le cœur, de la même manière, est un organe sensible à l'excès de fer, hein, et c'était autrefois la première cause de mortalité, hein, les décès, de cause cardiaque. Et puis il y a tout le champ des organes, endocrinologiques, enfin des glandes, qui vont être très sensibles également à l'excès de fer, dont le pancréas qui peut donner lieu, par atteinte, par surcharge en fer à un diabète. L'hypophyse qui va être, responsable de troubles de croissance et d'hypogonadisme, et d'infertilité. Les gonades, c'est les testicules ou les ovaires, responsables d'infertilité et d'hypogonadisme également, la thyroïde et les parathyroïdes. Donc vous avez ici, un petit schéma, hein, qui vous montre, ces organes, hein, cibles de la surcharge en fer. Une image ici de foie cirrhotique, hein, on voit que c'est, extrêmement, important, et une image d'IRM sur lesquelles je vais revenir, maintenant. Car en effet, cette surcharge en fer, il est indispensable de la contrôler, même en l'absence de transfusion. On mesure le contenu, en fer du foie, qu'on appelle LIC, Liver Iron Content. Alors on ne peut le mesurer ça qu'en IRM ou alors avec une biopsie du foie, ce qu'on ne fait plus, maintenant, fréquemment, du fait de l'agressivité de ce geste et de la bonne, corrélation et de la bonne, de la robustesse en fait des explorations par IRM. On mesure évidemment la ferritine sérique qui permet, en fait, d'être un bon reflet dans la thalassémie, ce qui n'est pas tout à fait vrai, pour, la drépanocytose, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, qui est un bon reflet, hein, de la charge en fer, globale du corps. Et on mesure, également, l'excès de fer par l'IRM cardiaque qui mesure un T2 étoile, c'est-à-dire un temps de relaxation et qui va, être, un bon indicateur de la surcharge globale en fer. Et ce qu'on sait, alors malheureusement ma diapo n'est pas animée, et il y avait une suite à cette diapositive, mais ce qu'on sait, c'est que, dès l'instant où on dépasse, hein, ces valeurs normales, et de façon proportionnelle et croissante, on a des complications qui surviennent, des complications d'abord modestes et des complications sévères. Un point important, que tous les patients, savent, et les médecins aussi bien sûr, mais c'est que cette surcharge, elle est de constitution lente et progressive et elle est de constitution silencieuse. Ce qui fait que, on n'a pas de symptômes cliniques, spécifiquement, alarmants, pour, réagir. Hem et de ce fait, la surveillance est extrêmement fondamentale pour les patients, de manière à être, informés, hein, du niveau de surcharge en fer avant que les lésions d'organes soient installées. Et la sévérité des lésions, liées à la surcharge en fer, hem
sont inversement, proportionnelles à l'émergence des chélateurs. Ici, vous voyez que, on a, des courbes de survie, des probabilités de survie en fonction de l'année de naissance des patients et on voit que quand on sépare et qu'on voit historiquement, ces patients, la courbe de survie de ces patients, on voit que, au fur et à mesure où ont, été mis sur le marché, ont été accessibles les traitements chélateurs, eh bien, la survie s'est grandement améliorée. Ce qui revient à dire, comme le savent, les patients, que la survie de la bêta-thalassémie est véritablement conditionnée au contrôle de la surcharge en fer. Et donc les défis du traitement chélateur du fer dans la thalassémie, ils sont, au cœur de la prise en charge, hein. Donc il faut contrôler la surcharge en fer tissulaire, hein, qui, je le répète, est silencieuse et progressive. Il faut prévenir l'accumulation toxique du fer, et diminuer la surcharge existante lorsque on a des patients qui arrivent, par exemple, de l'étranger ou qui sont, malgré la prise de traitement ou à cause de l'absence de prise de traitement, avec une surcharge existante. Il faut évidemment avoir des médicaments qui soient bien tolérés et les choisir de façon à minimiser la toxicité de ce traitement. Et le tout en maintenant une bonne qualité de vie, ce qui est évidemment, complexe. On a à notre disposition, jusqu'à nouvel ordre, 3 médicaments, que vous connaissez bien, la déferoxamine, la défériprone et le déferacirox. La déferoxamine, c'est le traitement historique de référence, qui a maintenant une bonne cinquantaine d'années, qui est un médicament qui a la particularité d'avoir, ce qu'on appelle une demi-vie courte, c'est-à-dire qu'il reste dans le sang de façon très, fugace. La chélation du fer, c'est-à-dire attraper le fer circulant de manière à l'obliger à être excrété, nécessite du coup d'avoir ce médicament de façon prolongée, circulant dans le sang. Et comme il est éliminé très vite, il faut le donner de façon prolongée et continue. C'est pour ça, par ailleurs, ce médicament n'est pas absorbé, par voie digestive, donc il se donne en sous-cutané sur des longues périodes. En général, c'est la nuit pour, que ce soit compatible avec, une vie, de travail, mais certains, patients peuvent aussi avoir des infuseurs portatifs et avoir une perfusion, de déferoxamine, dans la journée. Et comme je vous ai dit, il faut vraiment, maximiser le temps de contact entre le médicament, de façon à ce qu'il soit efficace. Il faut le faire de façon prolongée sur plusieurs heures, mais aussi, plusieurs jours par semaine. Il existe aujourd'hui des pompes miniaturisées qui sont extrêmement faciles pour les patients, pour se promener, pour être ambulatoires et qui sont aussi, facilement utilisables chez les petits enfants. Souvent, la mise en route d'un tel traitement nécessite un prestataire de service avec la venue d'une infirmière. L'objectif étant évidemment d'être autonome le plus rapidement possible pour les adultes et parfois pour les parents qui acceptent de poser les aiguilles chez leurs enfants. L'efficacité, elle est excellente. On voit sur ce petit schéma, ce qui est un schéma qui provient d'un patient, hein, c'est pas un truc inventé, que quand la déferoxamine est donnée à des bonnes doses et surtout qu'elle est donnée, eh bien, on observe une vraie baisse significative rapide de la ferritine qui va elle-même refléter la baisse significative et rapide de la surcharge tissulaire. La toxicité, elle est faible, de ce médicament. Il y a évidemment peut y avoir des douleurs au point de ponction, il peut y avoir des petits hématomes. Il faut une surveillance, neurosensorielle. Parfois, il peut y avoir une toxicité chez les enfants très jeunes, en termes de croissance, donc il faut faire attention aux doses. Le problème que pose la déferoxamine est celui évidemment de l'impact sur la qualité de vie. Encore que, et on pourra peut-être, en discuter, certains adolescents, par exemple, à certains moments, souhaitent et préfèrent, ce type de traitement plutôt que, l'obligation de prendre un traitement Péros, tous les jours et y penser. Le deuxième médicament, disponible historiquement a été la défériprone, qui était un gros progrès puisque c'était un médicament qui était, disponible par voie orale.
Le souci de ce médicament, c'est que, il a une demi-vie qui est assez courte également et qui nécessite donc qu'il soit pris 3 fois par jour. Je reviens sur cette, idée de demi-vie parce que je pense que c'est important, si quand les enfants, les adolescents ou les patients comprennent cette notion de demi-vie, bah, je pense que ça les aide certainement à être plus attentifs à la prise médicamenteuse. C'est donc l'idée que, si on le prend une fois, ça va être efficace, sur une courte durée, mais seulement sur cette courte durée tout au long des 24 heures. Alors qu'évidemment, si on le prend 3 fois, c'est pas tant que la dose augmente, c'est que la durée d'exposition aux médicaments est plus importante et que la chélation est plus efficace. C'est un médicament qui est efficace également sur la ferritine, sur le contrôle de la ferritine et en particulier qui a un intérêt, sur, la surcharge cardiaque. Hem Et il est aujourd'hui, la défériprone est indiquée, hein, en 2e intention, et notamment en cas de surcharge cardiaque. Aux États-Unis, il y a une étude qui a montré, l'efficacité d'une forme, en 2 prises par jour, mais cette forme-là ne va pas être, développée en Europe. Ce médicament, a comme effet secondaire, principal, la possibilité d'entraîner une agranulocytose, c'est-à-dire une baisse des neutrophiles, des globules blancs, qui, en soi peut exposer à des infections extrêmement sévères, de sorte que, il est théoriquement indiqué de surveiller de façon hebdomadaire la numération formule sanguine. Donc une prise de sang, par semaine chez des patients qui par ailleurs, ont, une transfusion sanguine toutes les 2 à 4 semaines, est assez complexe à mettre en œuvre et assez difficilement acceptable et donc ce médicament, hem, pose également celui de l'impact sur la qualité de vie. Le 3e médicament, c'est le Déferacirox, hein, qui a été, développé, et mis sur le marché en 2007 en France, qui est donc un médicament qui a l'avantage d'être pris par voie orale mais également d'avoir une demi-vie longue, donc qui se prend par la bouche en une fois et il va, être efficace sur, les 24 heures qui suivent. Un changement un changement a été fait, récemment, avec des comprimés qui sont dorénavant pelliculés, ce qui permet que la prise se fasse non à jeun, ce qui était le cas avant et qui posait d'énormes problèmes de goût et d'acceptation par les patients. Donc pelliculé, ça peut être, pris au cours d'un repas et c'est un médicament qui est, très efficace. Également sur la ferritine et qui est autorisé à partir de l'âge de 2 ans. Il nécessite une surveillance parce il peut entraîner des effets secondaires, notamment rénaux, et digestifs, hépatiques également, mais on pourra revenir dessus, mais de manière générale, c'est plutôt la surcharge en fer qui parle lorsqu'on donne ce médicament que la toxicité hépatique en tant que telle. Ce médicament, il pose aussi celui de la qualité de vie, puisque, une prise médicamenteuse, quotidienne pose de toute manière la question de l'impact sur la qualité de vie. Donc, on a vu que, le traitement chélateur du fer, il est indispensable au cours, de la thalassémie, qu'elle soit transfuso ou non transfusodépendante. Lorsqu'elle est non transfusodépendante, c'est évidemment plus tardivement dans la vie, mais il peut, en tout cas nécessiter un traitement chélateur du fer, que les traitements disponibles sont imparfaits. La surcharge en fer, je l'ai dit, elle est asymptomatique avec des conséquences qui sont à moyen et long terme, rarement à court terme. Et en tout cas, en pédiatrie, ça pose, la question de comment on fait comprendre, en particulier aux adolescents, dans cette période de la vie qui est particulièrement à risque de décrochage, d'opposition, aux adultes, comment faire comprendre, hein, un risque, à l'avenir, sachant que l'adolescent est par, nature, immortel et pas concerné, par ce qui va lui arriver, 5 ou 10 ans plus tard. Et donc, le défi du traitement chélateur, c'est avant tout améliorer ou maintenir, l'observance au traitement, tout le long de la vie.
Alors, je vais aborder une partie peut-être un tout petit peu plus, compliquée maintenant, mais qui, va être brève et que je vais essayer de simplifier. Je suis à nouveau désolée parce que mes diapositives étaient animées de sorte qu'elles étaient plus faciles à lire et plus pédagogiques, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous donner une perspective thérapeutique, quelques éléments de qu'est-ce qui est en développement aujourd'hui, en ce qui concerne en particulier, les traitements chélateurs et la surcharge en fer. Donc si on reprend mon petit schéma de tout à l'heure, hein, on a vu que, on peut donc je ne vais pas du tout évidemment aborder les traitements curatifs que sont la greffe ou la thérapie génique, mais lorsque en dehors de ce cadre-là, on a, différentes, possibilités d'action pour améliorer, l'état de santé, des patients, atteints de bêta-thalassémie. Améliorer l'état de santé, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est essentiellement, diminuer l'anémie et diminuer l'anémie, c'est aussi, diminuer, du coup les besoins transfusionnels, diminuer la dysérythropoïèse et du coup améliorer, ou diminuer la surcharge en fer. Donc on a des médicaments qui stimulent l'érythropoïèse comme l'érythropoïétine. On a des médicaments qui augmentent l'hémoglobine fœtale, qui va rééquilibrer, l'excès de chaîne alpha et puis, améliorer aussi enfin, faire fabriquer de l'hémoglobine, normale, et améliorer l'anémie. C'est l'hydroxyurée et d'autres médicaments qui sont en développement actuellement, dont je ne vais pas parler. Des médicaments qui diminuent la dysérythropoïèse, dont je ne vais pas parler non plus, mais certains d'entre vous, sont certainement très au fait des boires de luspatercept, par exemple. Et puis, je vais essentiellement parler, des médicaments qui modulent le métabolisme du fer et qui sont actuellement en développement, c'est-à-dire l'apotransférine, l'inhibiteur de la ferroportine, les analogues de l'hepcidine. Et puis, je ne vois plus ce que j'ai marqué en dessous parce que j'ai un truc qui me cache, mais on va les voir au fur et à mesure. Ah oui, c'est un TMPRSS6 et un anticorps anti-érythrophérone. Je vais passer assez rapidement parce que c'est un petit peu ardu, mais c'est que je pense que c'est important que vous puissiez avoir une idée des essais cliniques, qui permettent, d'envisager l'avenir et beaucoup d'espoir. Donc on a, comme médicament, en développement l'apotransférine, qui a montré une certaine efficacité dans, la possibilité d'augmenter le taux d'hepcidine qui du coup va diminuer l'hyperabsorption digestive et améliorer la redistribution du fer. Et donc il y a un essai actuellement aux Pays-Bas en phase 2. L'apotransférine se donne en IV. Alors peut-être que ça peut être considéré comme un inconvénient que ce soit IV, mais IV toutes les 2 semaines, il me semble que c'est, en tout cas un assez chouette progrès en termes d'observance au traitement. Cet essai, donc c'est un essai de ce médicament sur 14 à 18 semaines. Augmenter l'hémoglobine et diminuer les besoins transfusionnels comme objectif. Vous voyez que c'est chez des patients, non transfusodépendants. La date estimée de fin d'étude est au 1er mars 2023, donc on est très préliminaire actuellement avec 12 patients adultes. Mais voilà, il y a ce médicament qui est en développement. Un autre, médicament en développement, c'est l'inhibiteur, de la ferroportine. La ferroportine, c'est une molécule qui va permettre l'export, du fer, de la cellule. C'est le seul exporteur du fer qui existe au niveau cellulaire à ce jour et donc inhiber l'export du fer, ça veut dire diminuer, la sortie, la mobilisation des réserves et donc ça va, en théorie, améliorer la situation. Il y a une étude de phase 2 internationale qui vise à tester l'inhibiteur de ferroportine à 2 doses différentes contre placebo dans l'indication des thalassémies non transfusodépendantes, avec comme objectif de diminuer l'anémie. 36 participants adolescents et adultes. L'étude s'est terminée, mais elle n'est pas encore publiée, donc je ne peux pas anticiper sur les résultats. C'est tout récent. Donc, je pense que les résultats, positifs ou négatifs, vont être publiés dans les mois à venir.
L'hepsidine, eh bien, des analogues de l'hepsidine ou des mini-hepsidines, c'est, une voie thérapeutique, assez intéressante puisqu'on a vu, hein, que c'était un gros régulateur du métabolisme du fer et que si on peut, augmenter son taux, ça permettrait, là encore, hein, de, diminuer l'hyperabsorption digestive et de maintenir le fer dans ses zones de stockage habituelles et non pas dans les zones tissulaires où il ne doit pas être. Il y a une étude, avec un mimétique de l'hepsidine qui se donne en sous-cutané, qui est en phase 2 avec 63 participants, dans l'indication, thalassémie transfuso et non transfuso-dépendante avec une anémie. Les inclusions sont terminées depuis juillet 2020 et les résultats ne sont pas, encore, publiés. Enfin, un anticorps anti-érythrophérone, hein, pourquoi pas? Là encore, mais c'est très, très, très préliminaire. Il n'y a pas d'essai, en cours pour le moment. Et enfin, TMPRSS6 qui agit sur l'hepsidine. Il y a un essai en cours avec un analogue, enfin, avec cette molécule-là qui se donne en sous-cutané 1 fois par mois. C'est un essai très, très préliminaire dont la fin, est prévue en octobre 2023, qui s'adresse dans un premier temps, dans cette phase 2A à des participants adultes. Je n'ai pas vu qu'il y avait des centres français ouverts, pour aucune de ces études d'ailleurs dont je viens de parler. Je vais terminer, cette présentation avec ces principaux messages. Donc on a vu que la surcharge en fer, elle conditionne le pronostic de la maladie, qu'on a des médicaments, ce qui est quand même, et il y en a d'autres en développement, hein, qui sont existants, qui sont efficaces, qui posent la question de l'observance et du maintien de l'observance, qui est quelque chose de très difficile et complexe au long de la vie et qui viennent impacter et interférer avec la qualité de vie. Mais il y a de nombreux médicaments, de nombreux traitements en développement qui ouvrent des perspectives extrêmement positives, hein, pour l'avenir. Voilà, je vous remercie pour votre attention et votre participation. La prochaine intervenante est Françoise Pirenne qui va, vous présenter, faire une présentation sur la transfusion.